Bienvenue dans le podcast Les médecins malins. Le podcast des médecins qui veulent simplifier leur quotidien. Aujourd'hui, on va vous parler de comment utiliser l'IA sans aller en prison. On vous offre notre magnifique guide de survie 2026. Tu veux utiliser l'IA pour déléguer tes tâches chronophages? Excellente idée. Mais si ta stratégie consiste à copier-coller un dossier patient dans un outil grand public pour gagner 10 minutes, tu ne gagnes pas du temps, tu paries ton droit d'exercer. Le sujet n'est pas l'IA est-elle autorisée? Le sujet c'est dans quel cadre, avec quelles données, avec quel niveau de contrôle humain et sur quelle infrastructure. Allez, on t'explique ça. Mais avant, il faut comprendre quelques notions. Promis, on ne te transforme pas en juriste, on va à l'essentiel pour que tu puisses comprendre les vrais enjeux. On commence avec le RGPD. Mais le RGPD version médecin. Le RGPD, c'est quoi? C'est pas juste la bannière cookie qui t'empêche de lire tranquille. En santé, c'est le cadre qui dit pourquoi tu traites une donnée, quelles données tu peux utiliser, comment tu la protèges et comment tu respectes les droits du patient. Pour un médecin, il faut surtout retenir 3 choses. D'abord, les données de santé sont des données particulièrement sensibles. Ensuite, tu dois avoir une base légale pour les traiter, et une justification supplémentaire parce qu'il s'agit de données de santé. Enfin, tu dois respecter la logique de minimisation. Ne prendre que ce qui est nécessaire à la tâche. Pas tant qu'à faire, je colle tout le dossier. En pratique, le RGPD ne t'interdit pas d'utiliser l'IA. Il t'interdit surtout de le faire n'importe comment. Le RGPD, c'est pas une corvée administrative. C'est la version numérique du serment d'Hippocrate. On ne soigne pas sans protéger l'intimité. Deuxièmement, HDS et SecNumCloud, où habitent les données. Pour qu'un outil soit légal en France, les données ne peuvent pas dormir n'importe où. HDS, hébergement de données de santé, c'est le minimum légal. Si l'outil n'est pas certifié HDS, tu ne peux pas y mettre les données de patients identifiantes. C'est le secret médical appliqué au mur de l'hébergeur. Cette certification garantit le respect de normes de sécurité physique des serveurs, de chiffrement de stockage, etc. SecNumCloud, c'est le bonus de souveraineté. C'est une qualification de l'ANSSI, de cloud de confiance, qui garantit que les données sont protégées contre les lois extra-européennes, comme le Cloud Act américain par exemple. Et ça protège également avec de meilleures garanties de sécurité. Au final, l'HDS est obligatoire, SecNumCloud est le gage d'une sécurité et d'une souveraineté plus importante. L'AI Act. L'Europe veut bien de l'IA, mais pas en roue libre. L'AI Act, c'est le règlement européen spécifique à l'intelligence artificielle. L'idée est simple. Plus l'IA peut impacter une personne ou une décision clinique, plus les obligations montent. Pour un médecin, voici pour simplifier les 2 grandes familles d'usage avec quelques exemples. Risque limité, reformulation du courrier, aide à la rédaction de compte rendu. Ce que ça implique, une finalité claire, une sécurité du traitement et une validation humaine systématique. Quand ça concerne un haut risque, comme des outils d'aide au diagnostic, de triage ou d'orientation thérapeutique, il faut un contrôle humain effectif, une journalisation, une gouvernance sérieuse et une traçabilité renforcée. En gros, un outil qui reformule un courrier n'est pas au même niveau qu'un outil qui influence une décision d'orientation, de triage ou de prise en charge. Et attention à un point important, bas risque dans ce tableau ne veut pas dire sans risque. Si tu traites de vraies données de santé, tu restes dans un environnement sensible sur le plan du secret médical, du RGPD et de la sécurité. Pseudonymisé versus anonymisé, c'est pas du tout la même chose. C'est probablement le piège le plus fréquent. Une donnée pseudonymisée, c'est que tu remplaces les identifiants directs, mais il reste un moyen raisonnable de remonter à la personne. Un exemple, Madame X, 54 ans, devient patiente à 12. Mais tu gardes les bonnes dates, le bon contexte, le bon centre, la bonne pathologie rare. Dans ce cas, ce n'est pas anonymisé, c'est pseudonymisé, donc ça reste une donnée personnelle soumise au RGPD car on peut recomposer le dossier de Madame X en faisant des croisements de données. Ensuite, données anonymisées, l'anonymisation vise une irréversibilité pratique de la réidentification. Si elle est réelle, la donnée sort du champ de RGPD. Le problème, c'est qu'en santé, l'anonymisation durable est souvent très difficile à garantir. Autrement dit, si tu hésites entre anonymiser et pseudonymiser, considère que c'est pseudonymisé. Enfin, ce que tu peux faire selon le type d'outil. Par exemple, un outil grand public gratuit, par exemple, ChatGPT gratuit. Tu peux brainstormer sur une organisation de service, résumer ou traduire un article scientifique public, préparer un plan de présentation, reformuler un mail, créer des checklists sans données patients. Mais tu ne peux pas coller un compte-rendu, une observation, un résumé de spécialisation, envoyer un dossier rare facilement réidentifiant, demander un avis sur un vrai patient. La règle,
grand public égale 0 données patient réelles. Outils grand public avec abonnement. Exemple, ChatGPT payant. C'est là que certains se font piéger. Un abonnement ne suffit pas à établir un cadre RGPD ou hébergement de données de santé, même si vous activez le mode incognito. Globalement, envoyer des données identifiantes vers un service non HDS, en particulier sur une infrastructure étrangère non encadrée, revient à les confier à un tiers non autorisé. En pratique, c'est une rupture du secret médical. Un abonnement entreprise. Là, on commence à parler plus sérieusement. Un environnement entreprise peut permettre une meilleure maîtrise si tu as un contrat de sous-traitance RGPD, des rôles bien définis, des règles d'accès, de la traçabilité, une gouvernance claire. Tu peux envisager des aides à la rédaction sur texte pré-identifié, du support administratif, de la recherche documentaire interne non sensible, un assistant interne sur des procédures. Mais ce n'est pas automatiquement HDS, donc à vérifier impérativement avant d'utiliser. Ce n'est pas automatiquement compatible avec un usage clinique sur de vraies données patients. Et ce n'est pas automatiquement compatible avec un usage haut risque AI Act. Environnement HDS, c'est là que les vrais usages cliniques deviennent envisageables. Mais même en HDS, tu ne dois envoyer au LLM que les données strictement nécessaires à la finalité poursuivie. Le RGPD impose la minimisation des données, et il faut un cadre contractuel clair avec le fournisseur. Le vrai piège n'est pas seulement HDS ou pas HDS. Le vrai piège, c'est aussi ce que le fournisseur fait ensuite des données. Si elles sont réutilisées pour l'entraînement, l'annotation ou d'autres usages secondaires, on change de sujet. Il faut alors un cadre de conformité spécifique et explicite. Avec du HDS, tu peux commencer à faire des choses sérieuses à condition d'un contrat clair avec le fournisseur. Dans tous les cas, cela nécessitera un contrôle humain. Et le local alors ? C'est souvent le fantasme rassurant du moment. Si ça tourne sur mon ordinateur, je peux enfin utiliser un LLM avec les données de santé tranquillement. Pas si vite. Le local peut changer certaines choses sur l'hébergement, mais il ne fait pas disparaître le RGPD, le secret médical, la sécurité du poste, ni l'obligation de supervision humaine. En clair, local ne veut pas dire « je fais comme j'ai envie ». Et il faut distinguer deux mondes. En cabinet, un usage local peut être simple à envisager, parce qu'il y a moins d'intermédiaires et parfois plus de souplesse technique. Mais cela ne dispense ni de définir une finalité précise, ni de sécuriser le poste sérieusement. Par exemple, cybersécurité, mot de passe robuste, chiffrement du disque, contenu à tenir si compromission, etc. Ni d'informer les patients, ni de documenter et tracer cette utilisation dans un cadre propre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'hôpital ou en établissement et qu'on veut utiliser un LLM en local ? Là, on n'est plus du tout dans le bricolage perso dans un coin de bureau. Installer un LLM local avec des données patients sans en parler à la DSI, au RSSI, au DPO et à la gouvernance interne, c'est une très mauvaise idée. Même si le modèle tourne en local, l'usage doit rester aligné avec l'organisation, les règles internes et le cadre de déploiement. La bonne synthèse, c'est celle-ci. Un LLM local bien pensé peut être plus maîtrisable qu'un service cloud grand public, mais seulement si tu le traites comme un vrai projet de traitement de données de santé, pas comme un test perso entre midi et 2. Si on te propose un nouvel outil ou appli IA, si tu choisis une appli d'IA en santé, pose au moins ces questions. L'hébergement est-il certifié HDS ? Et idéalement, y a-t-il des garanties de type SecNum Cloud ? Existe-t-il un contrat de sous-traitance RGPD clair ? Mes données sont-elles utilisées pour entraîner vos modèles ? Où sont situées géographiquement les données ? Quelle est la procédure en cas de faille de sécurité ? Y a-t-il une anonymisation ou au moins une minimisation des données avant l'envoi dans le LLM ? Je vous donne maintenant des conseils actionnables pour un médecin. Avant d'utiliser un outil IA, demande-toi s'il y a une donnée patiente réelle, directe ou indirecte. Si oui, élimine d'emblée les services grand public non maîtrisés. Définis la finalité exacte. Rédaction, synthèse, tri, aide décisionnelle, orientation. Réduis au strict minimum les données transmises. Associe le DPO, la RSSI, la direction si tu veux sortir du simple usage bureautique en hospitalier. Pose 3 questions simples avant tout déploiement. Est-ce nécessaire ? Quels sont les risques et comment les réduire ? Au moment de l'usage, n'envoie jamais un dossier complet pour gagner du temps. Retire les identifiants directs, limite les dates précises, lieu, contexte rare, préfère un extrait minimal à une pièce jointe brute, structure ta demande, problème clinique, question, contrainte. Après l'usage, relis systématiquement la sortie. Corrige avant toute intégration dans le dossier. Ne transforme pas une réponse IA en vérité révélée parce qu'elle est bien écrite. Au final, c'est toi qui assumes la responsabilité médicale et le secret médical. Et le patient dans tout ça. Le patient a un droit à l'information. Si un outil IA intervient dans le traitement de ses données, dans la préparation d'un compte-rendu, dans l'organisation de sa prise en charge ou dans l'aide à une décision clinique, il doit pouvoir en être informé de manière claire. Concrètement, cela suppose au minimum une information visible et compréhensible. Affichage en salle d'attente, mention dans les documents d'information, charte ou documents institutionnels pour un établissement.
De plus, le projet de guide HAS-CNIL Accompagner le bon usage des systèmes d'intelligence artificielle en contexte de soins recommande l'ajout systématique d'une phrase personnalisable au sein des comptes rendus médicaux. Exemple, ce type de document a été établi avec l'assistance du système d'intelligence artificielle. Nom, version, validé par le docteur truc. Le système d'intelligence artificielle peut être utilisé comme aide au diagnostic, aide à la décision médicale, dans votre prise en charge sous la supervision du docteur qui est responsable. En conclusion, pour un LLM grand public type ChatGPT, Claude, Gemini, on peut utiliser des données anonymisées, mais une vraie anonymisation. Si les données sont identifiantes ou pseudonymisées, non, il y a un risque de fuite et aussi d'entraînement sur ces données-là. Si tu fais tourner un LLM local sur ta machine ou un serveur interne, tu peux utiliser des données anonymisées et tu peux éventuellement utiliser des données identifiantes ou pseudonymisées sur certaines conditions techniques. Si tu utilises un LLM en cloud HDS type Azure HDS ou Mistral OVH HDS, tu peux bien sûr utiliser des données anonymisées, mais tu peux aussi utiliser des données identifiantes ou pseudonymisées, mais sous certaines conditions juridiques qu'il faut vérifier dans ton contrat. Dans tous les cas, c'est le principe de garantie humaine qui s'applique, encore aujourd'hui. Rappelle-toi qu'en tant que médecin, nous sommes responsables de nos prescriptions et de nos données patients, quel que soit l'outil utilisé. Merci d'avoir écouté cet épisode des Médecins Malins. Pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver en newsletter tous les mardis matins. Le lien est dans la description.